J'ai essayé de concevoir la présentation de Simone Weil, qui était donc philosophe, une présentation qui soit en accord avec des préoccupations de soignants, de praticiens, de médecins, d'infirmières, d'infirmiers, qui rencontrent des problèmes qu'elle ne soupçonnait pas, évidemment, mais je crois que sa conception de la philosophie consistait à dire finalement, on n'a jamais rien inventé de très nouveau en philosophie, mais on donne une expression nouvelle, toujours nouvelle, à des problèmes qui sont éternels. Alors, dans ce que je vais dire ce soir, j'espère qu'il y aura bien quelque chose qui vous concernera et qui concernera les contemporains. Donc j'ai choisi comme titre « Travailler un art de lire le monde » parce que la notion de lecture est une notion très importante. Et soigner un art de la vie. Alors un art de la vie, c'est une expression d'un exemple remarquable de philosophe médecin qui s'appelle Georges Canguilhem. Je ne sais pas si le nom vous est connu. Si ? Non, Canguilhem. Alors on dit Canguilhem ou Canguilhem. Il est en 1904, n'est-ce pas? Allons jusqu'au bout. 1995, c'est quelqu'un qui a fait des études de philosophie et puis qui, justement parce qu'il pensait qu'en tant que philosophe, il devait aussi avoir une expérience de l'humain, l'expérience la plus concrète qui soit, donc il a fait des études de médecine et il a passé une thèse de médecine en 1943 qui est une thèse qui reste et qui restera toujours d'un très grand intérêt, parce que Canguilhem est un authentique philosophe, qui s'appelle « C'est une réflexion sur le normal et le pathologique », qui est toujours disponible et qu'on peut se procurer et lire. Donc je ferai assez souvent référence à Georges Canguilhem. Donc c'est lui qui disait que soigner est un art de la vie, on verra en quel sens. Alors pour présenter quand même en quelques mots Simone Weil, qui est un personnage, elle est née en 1909, elle est morte en 1943, donc à l'âge de 34 ans, la période créatrice, sa période créatrice dans le domaine de la pensée, et puis aussi on le verra dans diverses activités, couvre à peu près 17 ans. Et en 17 ans, de 1926 en gros à sa mort en 1943, elle passe par des périodes, par des étapes, dans lesquelles on a voulu voir beaucoup de ruptures, des renoncements, voire des trahisons, en tout cas des retournements. Et en réalité, je crois qu'une clé de la lecture de cette philosophe, c'est ce qu'elle disait elle-même en 1942, donc un an avant sa mort. Elle disait « Quoi qu'il me soit plusieurs fois arrivé de franchir un seuil, je ne me rappelle pas un moment où j'ai changé de direction. » Donc on verra quels sont les seuils qu'elle a franchis. Alors c'est une étudiante, c'est une élève extrêmement brillante. Elle est née dans un milieu juif, mais qui était déjudaïsé. Son père était agnostique parce qu'il n'osait pas dire qu'il était athée parce que ça déplaisait à la famille, mais enfin il l'était. Elle n'a pas reçu d'éducation religieuse, pas plus que son frère, qui est quelqu'un aussi de connu dans les milieux scientifiques, puisque André Weil a été l'un des grands mathématiciens du XXe siècle. Il a été l'un des fondateurs du groupe Bourbaki. Donc c'était un génie mathématique. Et en fait, donc le père de Simone et d'André Weil était médecin, et sa mère, elle a élevé deux enfants de façon, on va presque dire, à en faire des génies. Elle a consacré une partie de sa vie finalement à former ses enfants. Ça ne devait pas toujours être facile pour les enfants d'ailleurs. Alors comment savoir qui est cette Simone Weil qui a franchi des seuils, mais dit-elle sans changer de direction? Elle fait des études, donc je disais, brillantes. Elle entre en Cagne à 16 ans au lycée Henri IV, où elle a pour professeur de philosophie Alain. Elle est déjà très militante, elle donne des cours aux cheminots dans un groupe d'éducation sociale. Elle est très pacifiste, ce qui à l'époque est assez courant, en particulier dans les milieux étudiants et de l'école normale supérieure. Elle est surnommée la Vierge Rouge par le directeur de l'école normale supérieure de l'époque.
Elle est reçue à l'agrégation de philosophie en 1931 et elle est nommée professeure de philosophie au Puy en 1931-32. Là, elle vit très modestement parce qu'elle ne supporte pas d'avoir un salaire d'agrégé, donc elle garde un salaire d'institutrice, elle donne le reste aux caisses de chômeurs et à la caisse de solidarité des mineurs de Saint-Étienne. Et elle a une activité impressionnante en dehors de son enseignement. Elle donne des cours à la Bourse du Travail de Saint-Étienne, des cours d'économie et de philosophie. Et la présence de Simone Veil au Puy est un véritable événement. C'est une ville assez bien pensante à l'époque, qu'il est peut-être un peu resté d'ailleurs. Et une agrégée de philosophie qui accompagne des chômeurs à la mairie pour présenter leurs revendications, qui serre la main des chômeurs employés par la mairie sur la place Michelet au Puy à casser des cailloux parce qu'il faut bien les employer à faire quelque chose, et qui va même au café boire quelques verres de vin rouge avec eux, ça n'est pas très très bien vu ni par l'administration ni par les notables du coin. Les parents, eux, finalement, sont satisfaits de l'enseignement de Simone Veil et ils cherchent à lutter contre sa mutation puisque le rectorat demande à la suite de ces événements sa mutation. Alors, à la fin de l'année scolaire 1931-32, elle manifeste un souci qui est un souci constant dans sa vie, c'est-à-dire ne penser et écrire que d'après une expérience vécue. Or, elle s'intéresse aux problèmes sociaux, elle est militante, elle est pacifiste, elle trouve qu'en France, la question sociale est un débat, après tout, assez théorique et parfois assez conventionnel, et elle décide d'aller passer tout son été en Allemagne, donc entre juillet et septembre 1932, à Berlin, mais aussi ailleurs, et elle en rapporte une dizaine d'articles qu'elle publiera dans l'école émancipée, qui sont d'une lucidité et d'une originalité à l'époque qui a fait souvent critiquer d'ailleurs ses positions. Mais ce sont des articles qui sont intéressants à lire encore aujourd'hui. Elle n'a pas tellement confiance dans elle est d'une militante de gauche, elle est assez inspirée, autant par Marx d'ailleurs que par un courant qui est celui du socialisme français, hein, Proudhon ou Leroux ou quelques autres comme ça, mais elle déchante assez vite sur la notion de révolution, l'idée du grand soir, et elle décide finalement en 1934 de se retirer entièrement, comme elle dit, de toute espèce de politique, sauf pour la recherche théorique. Et il faut dire que les expériences vécues en Allemagne, en particulier les analyses très lucides qu'elle fait du nazisme et du Parti communiste, qu'elle trouve finalement assez faible, elle dit qu'il ne résistera pas à la montée du nazisme, ces analyses donc de l'Allemagne et de la situation sociale en France font que elle prend des positions qui sont souvent jugées à l'époque un peu défaitistes, on va dire, par ses camarades, et elle tente de répondre au désarroi de l'époque, justement, par une réflexion, par des réflexions sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale. C'est l'essai qu'elle écrira en 1934 et auquel elle tenait énormément, au point qu'elle disait « c'est mon grand œuvre ». On peut dire que ce sont les impasses de la réflexion sur la question sociale et les dangers de l'action non méthodique, car elle a horreur de l'idée d'une révolution qui serait une sorte de grand chambardement et qui consisterait finalement seulement en un changement du mode de propriété. Elle n'a pas beaucoup de sympathie pour l'Union soviétique, dont elle résume le système en disant en Union soviétique le patron est parti mais l'usine est restée. Donc elle ne voit pas un grand changement dans le mode de production industriel sous le régime communiste ou sous le capitalisme. Et au fond, les impasses de sa réflexion théorique plus les dangers politiques d'une action qui ne serait pas méthodique vont la pousser à faire une expérience qui est connue, qui est l'expérience de l'usine. Donc elle entre en usine le 4 décembre 1934 et jusqu'en août 1935, elle travaillera dans 3 entreprises, dont 2 sont connues puisque c'est Alstom et les usines Renault, où elle fera un travail de manœuvre sur machine, comme on disait à l'époque, où elle découvre une forme de déracinement, une forme d'arrachement à la condition humaine. On est avant 1936 quand même, et on est dans des ateliers de femmes essentiellement. Donc elle fait une description
qu'on a recueilli dans un recueil un ouvrage qui s'appelle La condition ouvrière, où il y a à la fois son journal d'usine et puis des articles plus théoriques qu'elle écrira sur ce qu'elle a vécu. Elle a l'impression de vivre là une sorte de négation de la condition humaine et une forme d'esclavage qu'elle analyse avec beaucoup de précision. Alors, elle n'a pas beaucoup d'illusions sur ce que sera le mouvement du Front populaire et la politique du Front populaire, mais bon, elle est quand même très enthousiaste de ce mouvement. Elle dit: quand les opprimés se révoltent, je suis toujours de leur côté. Et pour la même raison, alors qu'elle est pacifiste extrême, comme l'étaient beaucoup d'élèves d'Alain, elle décide en 1936 de s'engager en Espagne dans la guerre civile, parce que, dit-elle, la situation à l'arrière m'est insupportable, je souhaite tous les jours la victoire des uns et la défaite des autres, et je ne peux pas me contenter de voir ça depuis Paris. Donc elle prend le train pour Barcelone le 8 août 1936, et elle s'engage dans une petite compagnie internationale qui s'expose à des missions dangereuses et qui va rejoindre la colonne anarchiste dirigée par Dorothy, qui est un des grands dirigeants anarchistes pendant la guerre civile. Et puis le 19 août, donc pas très longtemps après son arrivée, elle confirme sa vue qui était très basse et sa grande maladresse en mettant le pied dans une bassine d'huile bouillante qui était posée au sol, et elle est rapatriée. Mais enfin, c'est quand même un signe assez intéressant qu'une jeune femme, au désespoir de ses parents, veuille participer à une lutte et à une guerre civile en Espagne. Cela dit, elle reste entièrement non interventionniste. Elle dit, bon, la politique de Blum doit être non interventionniste, et ce que nous n'avons pas fait pour nos chers camarades d'Espagne doit servir finalement de préalable à ce que nous ne ferons pas non plus, soit pour la Tchécoslovaquie, soit pour d'autres, c'est-à-dire que la paix doit être préservée absolument à tout prix. Et elle prend des positions en 1938 qu'elle regrettera beaucoup par la suite, en disant que ces positions pacifistes extrêmes relevaient d'une erreur criminelle sur les milieux pacifistes de l'époque, et en 1939, elle réalisera que seule la lutte effective contre Hitler peut avoir des chances de renverser un système comme le nazisme. Parallèlement à sa réflexion politique et à sa réflexion sociale et philosophique, parce qu'elle écrit aussi beaucoup de philosophie sous forme d'articles surtout, elle va franchir une sorte de premier seuil, on va dire, qui est un seuil spirituel. Le christianisme, elle le dit, a toujours été un élément de sa culture. Et le christianisme va devenir sa perspective religieuse et spirituelle à partir de 1935, ce qui ne l'empêche pas de refuser d'entrer dans l'Église, dont elle dit: ce qui me fait peur, c'est l'Église en tant que chose sociale. Elle refuse les exigences de l'Église relativement aux dogmes, à la lecture des dogmes et à l'adhésion aux dogmes. Elle dit, bon, ça contraint trop l'intelligence. Et, je cite, elle écrit: je ne peux pas récuser la lumière de la conscience. Ça aussi, c'est un fil conducteur chez elle. Alors, un événement, évidemment, va bouleverser et sa pensée et sa vie ô combien, c'est la guerre. Le 13 juin 1940, Paris est déclarée ville ouverte. Simone Weil et ses parents quittent Paris. Et après bien des péripéties, ils arrivent vers le 15 septembre à Marseille. Elle pensera quitter très vite Marseille pour mettre ses parents à l'abri aux États-Unis et partir à Londres, parce que, comme beaucoup de gens à l'époque qui veulent continuer la lutte, elle pense que tout passe par l'Angleterre et que s'il y a une chance de voir la lutte s'organiser, il faut le faire avec l'Angleterre et aux côtés de l'Angleterre. Alors elle prend contact avec un réseau pour passer en Angleterre. Ce réseau est dénoncé et il est dissous. Elle sera elle-même arrêtée, elle sera interrogée par la police,
manifestera un sens de la provocation qui aurait pu lui valoir beaucoup d'ennuis, mais enfin ça, c'est le personnage de Simone Weil, n'est-ce pas, un commissaire de police qui lui disait « Mais mademoiselle, vous vous rendez compte que ses parents l'attendaient en bas du commissariat, le commissaire lui dit « Vos pauvres parents vous attendent, qu'est-ce qu'ils penseraient si on vous mettait en prison avec des prostituées ?» Elle dit « Mais c'est une expérience que j'ai toujours voulu faire, j'ai travaillé en usine, je voudrais travailler à la campagne, rien ne me plairait plus en effet que de me mêler au milieu de la prostitution. » Bon, dont acte. Comme elle ne peut pas partir tout de suite de Marseille, c'est beaucoup plus difficile évidemment que prévu, parce que Marseille est une sorte de nasse où beaucoup d'exilés cherchent à partir, mais s'il y a beaucoup de gens qui espèrent, il n'y a pas toujours beaucoup d'élus. Et finalement, elle va s'engager dans la diffusion de la revue clandestine des cahiers du témoignage chrétien, parce qu'elle est sollicitée par un ami qui est un dominicain, qui lui-même est assez engagé dans la diffusion de cette revue, qui est une revue clandestine. Donc elle la distribuera jusqu'à ce qu'elle embarque pour les États-Unis le 14 mai 1942 avec ses parents. Et là, arrivée à New York, elle n'a qu'une seule envie et qu'un seul espoir, c'est de quitter New York pour aller à Londres dans les services de la France libre. Alors, en fait, elle ne souhaite pas aller à Londres pour y rester. Ce qu'elle voudrait, c'est aller à Londres pour qu'on lui propose une mission périlleuse, dangereuse, et qu'on la parachute en France pour ce genre de mission, parce qu'elle a une vocation, on pourra en reparler, qui est une vocation d'être exposée. C'est-à-dire, encore une fois, la pensée n'est pas un travail qu'on fait chez soi à son bureau, elle n'est pas une belle âme qui distribue des jugements et des bons points et des mauvais points. Elle ne pense que par rapport à quelque chose qu'elle a éprouvé elle-même, et il faut que ce soit une épreuve, c'est-à-dire que la plupart du temps, l'épreuve c'est plutôt le malheur. Travailler en usine, partir en Espagne, être parachuté en France pour être dans un groupe de résistance. Et elle écrit à Maurice Schumann, qu'elle avait connu sur les bancs du lycée Henri IV, « Je vous supplie de me procurer, en m'envoyant en France, la quantité de souffrance et de danger utile qui me préservera d'être stérilement consumé par le chagrin. Je suis comme cela, ce n'est pas une question de caractère, c'est une question de vocation. » Bon, alors on a parlé à ce propos de masochisme, à mon avis c'est faux, c'est pas du tout un masochisme qui est une sorte de simulacre plutôt, mais chez elle c'est pas ça, c'est vraiment l'idée qu'elle ne peut penser, elle ne peut réfléchir que si elle est en situation réelle. Alors, bon, il arrivera malheureusement ce qu'elle avait prévu, c'est-à-dire que les services de la France libre considéreront que le cas Simone Weil est un cas tout à fait exceptionnel et intéressant, mais en temps de guerre, Jean Cavaillès dira il n'y a pas de cas. Par conséquent, Simone Weil restera à Londres où elle aura un travail de rédactrice et on lui fournira un travail d'intellectuel fonctionnaire qu'elle déteste. Et finalement, on peut dire que le chagrin, plus la maladie, les privations qu'elle s'imposait et la tuberculose auront raison d'elle. Donc le 24 août 1943, elle mourra au sanatorium d'Ashford, dans le Kent, et elle est enterrée au cimetière d'Ashford, en Angleterre. Donc Simone Weil, philosophe, c'est l'objet de ma deuxième partie. Je dirais que l'axe de sa philosophie, c'est que nous sommes gouvernés par deux réalités. Et elle met ces deux réalités sur le même plan. Bon, une première réalité, c'est que nous avons, pour être même, un effort vers le bien. Et quand elle entend le bien, c'est avec une majuscule, et c'est au sens platonicien du terme. Elle est très platonicienne. Et en même temps, dit-elle, nous sommes, dans notre pensée comme dans notre chair, nous sommes voués à une nécessité absolument indifférente au bien. Bon, les lois de la nature sont indifférentes au bien, mais elle dit qu'il y a aussi des formes de nécessité sociale, voire de nécessité historique, qui sont tout à fait indifférentes à ce bien. Donc il faut habiter cette contradiction. Il faut habiter cette contradiction, et au fond ça donne une forme très particulière à sa doctrine, parce qu'on pourrait dire qu'à la fois elle est une matérialiste qui fait sa place à la spiritualité, mais on pourrait dire aussi bien qu'elle est une spirituelle qui étend autant qu'il est possible le domaine du matérialisme, puisque parfois elle va jusqu'à reprocher à Marx de ne pas avoir été assez matérialiste, vous imaginez. Bon, donc en gros, c'est quelqu'un qui cherche à se situer entre un Platon
et les Grecs qui auraient reconnu la valeur du travail, ce qui n'a pas été le cas dans le monde grec, et puis un Marx qui aurait reconnu la valeur du spirituel et qui aurait tenu compte de la réalité du spirituel. Alors cette contradiction, au fond, elle l'habite surtout au début de sa pensée philosophique, enfin de sa réflexion philosophique, par le travail et par une philosophie du travail. Parce que, dit-elle, nous sommes d'abord au monde par la perception, mais cette perception, elle est mêlée beaucoup d'imagination, d'impression, d'illusion, de croyance. Comment distinguer finalement ce qui vient de nous et ce qui vient du monde quand nous percevons. Donc elle dit, bon, par le biais des sciences et de la géométrie en particulier, nous avons déjà une idée juste de ce qu'est l'extériorité, c'est une étendue qui est gouvernée par des règles et par des lois. Et puis il y a l'art aussi, qui est une façon de maîtriser nos émotions, d'apprendre à conduire nos émotions. Mais finalement, ni la perception, ni la géométrie pure, ni l'art ne suffisent, parce que, dit-elle, pour être totalement au monde, pour être totalement exposé à la réalité du monde, il n'y a finalement que le travail. Le travail est vraiment l'épreuve physique et intellectuelle, et spirituelle d'ailleurs, que nous sommes au monde. Donc c'est vraiment la forme de la condition humaine, et ce qui est intéressant, c'est que cette condition de travail, elle est partagée par tout le monde. Tout le monde n'est pas un saint, tout le monde n'est pas un héros, tout le monde n'est pas un sage, mais finalement tout le monde travaille et peut savoir ce que c'est que cette façon de se coltiner avec les lois du monde et la nécessité dans le monde. Alors elle pense que le travail est cette activité qui doit permettre à chacun justement de développer pleinement toutes ses capacités à la fois physiques et aussi toutes ses facultés intellectuelles. Or, elle l'a assez constaté en usine, elle dit les formes industrielles de la production, et particulièrement la division du travail industriel, cassent les individus, brisent les individus. Il y a d'un côté ceux qui pensent et de l'autre ceux qui exécutent. Et au fond, la rançon et la conséquence de cette cassure de l'individu, c'est que les individus ne peuvent pas éprouver cette présence réelle au monde pour laquelle ils sont faits. Donc il y a une opacité, on va dire, de la forme sociale de la production qui empêche tous les individus de percevoir de façon parfaite le monde par un travail complet qui serait à la fois physique, manuel et intellectuel. Donc au fond, quelle solution donner? C'est une solution qui concerne le mode de production industriel lui-même, et encore une fois indépendamment du régime de la propriété, dans la mesure où il s'agit de donner au travail la forme d'une médiation concrète, explicite, consciente, qui puisse être maîtrisée par les individus eux-mêmes. L'un des points sur lesquels elle insiste le plus, c'est cette question de l'individu percevant au travail. Au fond, que fait la machine quand on extériorise un certain nombre de nos fonctions dans la machine? Eh bien, tout simplement, elle prive l'individu de coordonner lui-même les tâches, de penser les tâches et de les exécuter intelligemment. Bon, donc ces réflexions sur le travail, elle les développe autant qu'elle peut dans les années 30 et dans les conditions des années 30. On ne peut pas dire que dans les conditions de son époque, elle ait vraiment perçu, on va dire, de quoi changer les choses, parce qu'elle pensait que les choses ne pouvaient être changées sur les lieux du travail et dans les ateliers que si on réfléchissait sur de nouvelles techniques, et en particulier sur de nouvelles machines, qui ne seraient pas des machines qui finalement privent les individus de leur capacité de coordonner et de penser les choses, mais des machines qui seraient des machines souples ou des machines réflexes qui permettraient à l'individu percevant d'augmenter finalement sa capacité de bien percevoir et de bien travailler. Alors il y avait quelques ingénieurs à l'époque, comme Jacques Lafitte, qui avait écrit un essai qui est toujours intéressant, qui s'appelle « Réflexion sur la science des machines », et elle a eu des échanges de correspondance avec lui, elle l'a même rencontré. Enfin bon, on disait tout à l'heure avec Ronan, qu'est-ce qu'elle aurait été heureuse de rencontrer un Gilbert Simondon, par exemple, et de pouvoir parler avec lui des nouveaux objets techniques, de la structure et des fonctions de nouveaux objets techniques. Bon, donc, elle vit dans les conditions de son époque. Qu'est-ce qu'elle peut avoir à dire aujourd'hui sur des conditions qui ont beaucoup changé, puisque c'est ma troisième partie
nous vivons une époque de métamorphose du travail, pour reprendre une expression qui a fait le titre d'un livre d'André Gorz, qui est aussi quelqu'un d'assez inclassable, puisqu'il est à la fois économiste, philosophe, sociologue. Comme il le dit lui-même, je suis un philosophe naufragé, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de pure philosophie, mais que lui aussi il s'intéresse à des choses qui relèvent de la vie et de l'existence. Donc nous vivons une métamorphose du travail dans laquelle le vécu est de plus en plus mis hors circuit, c'est-à-dire qu'au fond, même là où le travail vivant d'individus vivants subsiste, ils sont de moins en moins confrontés à une matière et à des nécessités, mais ils sont de plus en plus devant des écrans. Ils ont un rapport à des signes et à du virtuel qui remplace finalement le contact avec le réel. Ce qui fait que, comme le dit André Gorz, dans le travail commandé par ordinateur, la matérialité de la production est renvoyée dans un au-delà invisible avec lequel l'opérateur, c'est plus un travailleur, c'est un opérateur, l'opérateur communique au moyen de symboles numériques, il compose des nombres sur son clavier, il lit des nombres sur son clavier, sur son écran. Et finalement, le vécu originaire des individus ne compte pratiquement pour rien. Lorsque cet opérateur se lève à la fin de la journée, dit André Gorz, de ce qu'il a fait, il ne lui reste aucun acquis matériel visible. Il s'est produit à l'existence comme un pur intellect, éliminant, réprimant, comme autant de perturbations potentielles de sa fonction, tout ce qui est rapport vivant au monde vécu dans et par son corps. Et si on lit ce que Simone Weil écrivait en 1935-36 du Manœuvre sur machine, elle écrivait « Il a dépensé dans la journée ce qu'il y a de meilleur en lui, sa faculté de penser, de sentir, de se mouvoir, et pourtant il n'a rien mis de lui-même dans son travail, ni pensée, ni sentiment, ni mouvement ordonné par lui en vue d'une fin. » Donc, si les outils sont différents, la situation de l'individu et le vécu de l'individu est mis, dans les deux cas, hors circuit. Alors, évidemment, l'exemple de la gouvernance par les nombres dont on parle tant aujourd'hui réactualiserait l'analyse de Simone Weil. Elle disait en 1934 « Ne pas oublier que parmi les caractéristiques du monde moderne, il y a impossibilité de penser concrètement le rapport entre l'effort et le résultat de l'effort. » Et il est certain que le travail sur ordinateur ne donne peut-être pas vraiment une idée vécue du rapport entre l'effort et le résultat de l'effort. Comment en est-on arrivé là, disait-elle? Bon, en gros, elle disait au fond, les diverses activités humaines sont devenues si nombreuses et si complexes et si impénétrables les unes aux autres que finalement, la coordination par un individu et par des cerveaux humains est devenue quasiment impossible. Donc, on la confie à des signes, ou on la confie à des choses, on la confie à des automatismes. Si bien que les relations, la coordination, les rapports qui ne sont plus dans un esprit sont dans des signes abstraits ou dans des choses. Elle a cette formule dans ses cahiers: argent, machinisme, algèbre, les trois monstres de la civilisation actuelle, analogie complète. Argent, machinisme, algèbre. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ce sont trois aspects, les trois aspects d'un seul et même problème, c'est-à-dire au fond, tout simplement la dépossession de l'individu pensant par des processus, soit par des processus de signes, soit par des processus matériels. Et alors, que faire? Au fond, il faudrait que l'individu puisse récupérer, évidemment, ce qui lui revient par une coordination des tâches, par l'organisation des enchaînements dans l'activité, toute chose qu'on a confiée à la machine ou à ce qu'on appellerait aujourd'hui l'intelligence artificielle. Alors, c'est peut-être ce qui est le plus intéressant, j'allais dire, pour nous aujourd'hui, c'est que Simone Weil analyse la racine de l'oppression, puisque, bon, elle veut réfléchir sur les causes de l'oppression, elle analyse la racine de l'oppression en disant que c'est une forme de domination qui est beaucoup plus abstraite et néanmoins réelle
que la domination d'une classe qui en opprime une autre. Bon, pour Marx, la domination dans une société industrielle, c'était la domination d'une classe qui en opprime une autre. Mais elle dit finalement, on est maintenant devant la cause de l'oppression sociale, on va dire, est que le matériel, le travail concret, la valeur d'usage des produits, n'est qu'un support de domination de l'abstrait, de l'immatériel, la valeur économique, les signes, les automatismes, l'argent, encore une fois, tout ce que l'individu ne peut plus coordonner. Donc il s'agirait pour elle surtout de s'émanciper finalement de cette domination de l'abstraction, ou de la domination des processus, qui sont représentés par ce qu'on pourrait appeler une élite de fonction, c'est-à-dire qu'elle analysait dès les années 30, ce qu'analysera plus tard quelqu'un comme Burnham sur l'ère des managers, ou Galbraith sur la technostructure, en disant aujourd'hui le capitaliste est largement remplacé par des techniciens de la production et des techniciens de la gestion qui sont au service de l'auto-reproduction de la valeur, et au fond ils sont des sortes de fonctionnaires de cette auto-reproduction de la valeur. Donc elle ne voyait comme possibilité de sortir de cette impasse, encore une fois, qu'une société dans laquelle le travail deviendrait la valeur la plus haute, mais pas par rapport à ce qu'il produit, mais par rapport à celui qui effectue ce travail. Et pour cela, elle dit, c'est vrai, il faudrait inventer de nouvelles machines. Le taylorisme, au fond, est une science du travail, ou prétend être une science de l'organisation du travail. Mais elle dit, en fait, ce n'est pas d'une science de l'organisation du travail que nous avons besoin, c'est d'une science des machines qui permettrait de redonner la priorité à la perception de l'homme au travail. Et elle fait une critique de la notion de rationalisation, aussi bien sous sa forme taylorienne, on pourrait dire sous sa forme fordiste, qui est tout à fait acceptable encore aujourd'hui. Alors ça me conduit enfin, allez-vous dire, mais dans la quatrième partie, à ce qui pourrait être des obstacles aujourd'hui dans la pratique médicale, et particulièrement dans la pratique médicale hospitalière, à partir de ce que Simone Weil a analysé. Alors j'ai cru comprendre en lisant le master de Ronan Lerin, et puis en lisant un article qu'il a publié dans la revue Éthique en janvier 2018, que les problèmes qu'on vient d'évoquer ne sont pas totalement étrangers au monde de la médecine hospitalière, puisque je cite Ronan, la médecine aujourd'hui n'est plus seulement technique, elle est numérique. Certains évoquent même une forme de perte d'autonomie. Des logiciels métiers de prescription, de traçabilité, d'administration effectuent à leur place quelques tâches arithmétiques ou les guident dans leurs décisions par des propositions algorithmiques. Et au sujet des logiciels métiers, le même auteur explique que les logiciels qui sont disponibles sur le marché n'ont pas tous une ergonomie adéquate et quelques fonctions basiques font parfois défaut. Ce manque de maturité va impacter directement les utilisateurs qui devront, dans certaines circonstances, adapter leur pratique à l'outil. Donc on a bien une sorte de renversement, là aussi, si on peut dire, des fins et des moyens, avec des automatismes du numérique, etc., qui effectuent à la place du praticien ce qu'il devrait être en mesure, lui, de coordonner en tant qu'individu et en tant qu'homme de l'art. Alors, je me suis aperçu en relisant, pour parler ce soir devant vous, un article justement de Georges Canguilhem, un article de 1989, je me suis aperçu que ce type de problème n'est pas tout à fait nouveau, puisque Canguilhem écrivait dans un article sur les maladies, le médecin actuellement nommé généraliste a vu décliner son autorité au profit des spécialistes, qui sont des ingénieurs d'un organisme décomposé en une machinerie. J'espère que personne ne se sentira visé. Médecin encore par la fonction, mais non plus désormais par correspondance à une image séculaire, lorsque la consultation consiste dans l'interrogation par ordinateur de banques de données d'ordre séméiologique et étiologique, et la formulation d'un diagnostic probabilitaire soutenu par l'évaluation d'informations statistiques. Disparition finalement du médecin derrière l'ingénieur.
Seulement, le médecin, il a affaire à un individu, il a affaire à un homme concret. L'ingénieur, il peut dire à la fois, il peut dire effectivement, moi je n'ai affaire qu'à des organes qui fonctionnent mal, et je m'intéresse finalement à l'individu en tant qu'il est un ensemble d'organes qui fonctionnent mal quand il est malade. Alors tout le problème qu'examine Ronan Lerin, en s'inspirant justement de Gilbert Simondon, est que l'objet technique, j'avais un médecin qui me fournissait de la matière pour mon propos, alors j'ai pressé le citron, hein, c'est vrai. Donc tout le problème est que l'objet technique, dans son environnement si tu me permets cette expression, oui, et que l'objet technique, dans son environnement de travail, donc tente à occuper, à ne pas trouver sa place, ce que devrait être la place d'un objet technique, mais à occuper peu à peu toute la place, alors que tout artifice technique devrait aussi comporter sa partie humaine, culturelle, organisationnelle, et faire une place au sens de ce qui est accompli dans le travail. Et ce sens ne peut être perçu que par des individus vivants et agissants. Aucune machine, aucune intelligence artificielle ne pourra percevoir ce sens. Donc la qualité d'une société, finalement, c'est à cela que revient la réflexion de Canguilhem, par exemple, la qualité d'une société dépend d'un équilibre dynamique qu'elle réussit à créer entre des savoirs intuitifs qui concernent le vécu, qui concerne le monde vécu, et puis un développement de connaissances ou un développement d'applications techniques. S'il y a divorce entre le vécu et puis le savoir ou la technique, alors les abstractions domineront, les automatismes domineront, le processus dominera. Dans le domaine de la production industrielle, pour revenir à ce que dit Simone Weil, la difficulté, évidemment, c'est de concilier les exigences d'un mode de production, la fabrication, les aspirations des hommes qui fabriquent, et puis les besoins et les exigences des consommateurs. Si on transpose dans le domaine de la médecine hospitalière, en termes managériaux, j'insiste, j'adopte ce langage volontairement, il s'agit de concilier les exigences d'une politique de la santé publique, qui doit tenir compte de coûts, qui sont des coûts sociaux, qui sont des coûts financiers, et d'autre part des aspirations de ceux qui soignent, évidemment, et sans oublier les exigences des malades, qui ne sont pas tout à fait des consommateurs comme les autres. Donc, il faut, j'utilise toujours un vocabulaire managérial à dessein, il faut trouver un moyen terme. Il faut trouver un moyen terme tel que ne soient pas entièrement sacrifiés ni les uns ni les autres. Seulement, le problème, c'est que, comme toujours, ce qu'on appelle le moyen terme n'est jamais un juste milieu arithmétique, un peu de ceci, un peu de cela. Une juste mesure, c'est déjà chez Aristote, et c'est peut-être pour ça qu'il vaut encore la peine de lire Aristote, il dit une juste mesure, c'est un extrême. C'est un extrême, ce n'est pas simplement une moyenne arithmétique. Parce que si la moyenne arithmétique, c'est le juste milieu, n'est-ce pas, alors je vais dire, n'aimer qu'une femme pour un homme, ce n'est pas assez, aimer toutes les femmes c'est trop, donc la juste mesure c'est qu'un homme doit aimer une femme sur deux. C'est valable aussi dans l'autre sens, n'est-ce pas, pour les femmes vis-à-vis des hommes. Et c'est souvent ça qu'on nous présente comme la juste mesure et le juste milieu, n'est-ce pas, un point qui serait entre deux extrêmes. C'est pas ça du tout. La justice n'est pas justement un milieu, la justice est une vertu, et une vertu extrême. C'est toujours extrême une vertu. Ça ne peut pas être un juste milieu. Donc, ce moyen terme, je disais, n'a rien d'un juste milieu entre des intérêts, il doit être un sommet. Il s'agit d'organiser des conditions de soins, s'agissant de la médecine, qui soient les plus humaines possibles, compatibles avec un rendement, j'ai dit que j'utilisais un langage managérial, indispensable à l'existence de l'entreprise, à nouveau avec des guillemets, hôpital. Alors quel est le problème aujourd'hui ? Le problème aujourd'hui, c'est vrai que la domination assez unilatérale de la gouvernance par les nombres fait qu'un service hospitalier est budgétisé en fonction des actes effectués, j'aurai l'occasion d'y revenir, sans tenir compte nécessairement de la nature spécifique de l'acte ou de la qualité de l'acte. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut exiger que la gouvernance par les nombres ne domine pas là où
le nombre devrait être subordonné. Il faut refuser la lecture uniforme, la lecture unidimensionnelle d'une activité comme la médecine, à partir du numérique, à partir de la productivité, à partir du management. Alors, les choses ont changé, certes, depuis que Simone Weil écrivait sur le taylorisme, en disant le taylorisme a pour but d'ôter aux travailleurs la possibilité de déterminer exactement le travail qu'il fait, les procédés, le rythme. Le souci du taylorisme, c'est de forcer l'individu à donner le maximum de sa force de travail, de sa capacité de travail. Les choses ont changé. Mais il est vrai que le souci primordial aujourd'hui de la rationalisation reste vrai. Alors la rationalisation, ça n'est plus le taylorisme. C'est vrai, ça n'est plus, encore que ça existe dans certains cas, encore et encore trop. Mais enfin, c'est plus tout à fait le taylorisme ou c'est plus tout à fait le fordisme. Aujourd'hui, le souci primordial de ce qu'on appelle la rationalisation, c'est de trouver les moyens de forcer les travailleurs à donner le maximum de leur activité exercée librement, mais à partir de projets qui sont ceux d'une entreprise ou qui sont ceux d'un centre de décision. Donc, on est passé d'une prescription des tâches qui était dans le taylorisme, l'analyse des tâches, on les chronomètre, on les analyse, on les divise, etc. Dans la nouvelle forme de rationalisation, on est passé d'une prescription des tâches à une prescription de la subjectivité. C'est ce que mettent en évidence pas mal de gens comme André Gorz ou d'autres, d'ailleurs sociologues du travail. Une prescription de la subjectivité, c'est-à-dire que chacun, dans son travail et dans sa fonction, se considère lui-même comme une entreprise et s'administre lui-même comme s'il était une entreprise. Je ne crois pas que la médecine, et la médecine hospitalière en particulier, échappe tout à fait à cette évolution. Je vais encore citer Ronan Lerin. Une nouvelle contingence apparaît dans l'environnement du soignant. Il lui est ordonné d'utiliser l'ordinateur dans le but de se mettre en conformité avec des obligations nationales. Exposé à la technique, exposé aux patients, puis cette fois à l'ingérence institutionnelle, c'est de l'autonomie même du soignant dans sa fonction soignante qu'il est question. Donc qu'est-ce qu'on demande aussi finalement aux médecins ou au personnel soignant, sinon d'intérioriser des normes comme s'ils en étaient les auteurs. C'est l'astuce de la rationalisation aujourd'hui. C'est ça la prescription de subjectivité. Considérez-vous comme responsable, considérez que vous avez des initiatives, considérez que vous pouvez les faire valoir, que vous pouvez mettre en jeu toutes vos capacités et toutes vos facultés. On vous y incite, contrairement à ce qui se passait dans le taylorisme, mais les projets et les fins sont déterminés par une entreprise ou par une administration et pas par les individus. Alors c'est une forme de persuasion qui est beaucoup plus clandestine. Je veux dire, le fouet, c'est le fouet. Un esclave peut toujours maudire son maître qui le fouette. Et finalement, ceux qui travaillent aujourd'hui, ils n'ont même plus cette possibilité, si je puis dire, de maudire le maître, parce qu'ils sont obligés de se faire complices intérieurement de ce que le maître leur fait faire. Et ils sont obligés de faire comme s'ils le voulaient par eux-mêmes. Et ça débouche parfois vers ce qu'il faut bien appeler une forme de servitude volontaire. Même quand chez certains cadres de grandes entreprises, eh bien, ce sont des esclaves bien payés. Mais un homme bien payé qui fait un travail aliénant n'est pas un homme libre, c'est bel et bien un esclave. Bon, les conditions sociales, là aussi, elles changent. Alors, la médecine, qu'est-ce que c'est que la médecine? Bon, je reprends l'expression de Canguilhem, la médecine est un art de la vie. Ce n'est pas une science. Quelle peut être la forme de l'attention propre aux médecins et au personnel soignant? C'est évidemment une attention à ce qui peut soulager, à ce qui peut guérir le patient. C'est une attention aussi à ce qu'il dit, ou une attention à ce qui peut difficilement être dit, ou difficilement être exprimé. Et c'est un des points intéressants aussi de la pensée de Simone Weil, c'est qu'il y a chez elle, à partir de l'expérience vécue, en particulier de l'usine, une philosophie du malheur, mais qui n'a rien de conceptuel, qui n'a rien seulement de théorique. Elle connaît de près, parce qu'elle a vécu avec les victimes, elle connaît finalement la détresse, elle connaît le malheur, elle connaît la souffrance, elle connaît
la destruction presque complète de ce qu'elle appelle la personne sociale. Elle qui était une battante, une militante qui tenait tête à ses proviseurs, au recteur et qui aurait tenu tête au ministre dans son bureau, elle dit, quand j'ai travaillé en usine, c'est pas compliqué, en 3 semaines, j'ai été radicalement brisé. Je n'osais même pas affronter ni le chronométreur ni le contremaître, parce que sinon, de toute façon, je prenais la porte. Elle dit, encore moi, j'étais professeur, j'avais un filet de sécurité, mais pour quelqu'un qui ne l'avait pas, c'est radicalement impossible. Donc, elle disait, au fond, comme les Grecs aimaient à le dire, le malheur est muet. Et au fond, il faut savoir capter chez ceux qui sont malheureux, ceux qui sont opprimés, ou ceux qui sont malades, qui sont diminués, savoir capter des pensées sourdes, savoir capter des besoins sourds pour pouvoir les aider éventuellement à les exprimer, et puis surtout pour répondre à ces besoins et pour adapter des conduites à ces besoins. Donc on pourrait appliquer ce qu'elle appelle la lecture à la médecine. Elle dit en fait, bien lire, c'est toujours savoir lire sur plusieurs niveaux à la fois. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne lit pratiquement qu'à travers des catégories économiques. On ne lit pratiquement qu'à travers du numérique et à travers des nombres. Donc on aplatit complètement la lecture. Tout ce qui entre dans les catégories de la mesure existe, et tout ce qui ne peut pas être mesuré n'existe pas. Bon, alors en fait, lire la réalité du monde, c'est lire sur plusieurs niveaux à la fois, c'est-à-dire dans le cas du malade par exemple, il faut lire des symptômes évidemment, il faut lire une situation personnelle qui est celle du malade, dans un contexte technique, dans un contexte social, et évidemment ces contextes ont aussi des limites et des exigences. Mais ce qui est menacé par la maladie, ce n'est pas la fonction d'un organe ou de plusieurs organes. Ce qui est menacé par la maladie, c'est la totalité des relations d'un individu avec l'ensemble de son milieu. Et c'est à cela, je pense, que le médecin a affaire. Ce qu'étaient ses capacités avant qu'elle soit malade, et puis qui voit ses capacités maintenant. Bon, c'est une forme de vie nouvelle, c'est un genre de vie nouveau. Comment faire, finalement, pour affronter cette situation? Donc, en termes véliens, j'allais dire, ce qui est nécessaire, c'est de savoir lire la situation d'un individu sur plusieurs niveaux à la fois. C'est vrai que la maladie est quelque chose de privé, bon, et qui touche un individu, mais c'est vrai qu'elle est aussi quelque chose de social. Et Canguilhem disait qu'il n'aimait pas beaucoup l'expression politique de la santé publique, parce que, disait-il, la santé, c'est pas public. Effectivement, quand je vais bien, n'est-ce pas, le riche disait, qu'est-ce que c'est que la santé? C'est la vie dans le silence des organes. Tout va bien, je sens pas que j'ai un cœur, je sens pas que j'ai un foie, ni une vésicule biliaire, ni des reins, et ça va. C'est pas que j'éprouve pour autant un plaisir, mais en fait je vis et je peux utiliser mes capacités. En revanche, effectivement, quand je suis malade, eh bien, je ressens en effet que ces capacités sont diminuées et je compare sans cesse ce que je suis maintenant à ce que j'ai été. Donc, de ce point de vue-là, la maladie est effectivement quelque chose de privé, mais c'est aussi quelque chose qui est public. C'est pas la santé qui est publique, c'est la maladie qui est publique. Parce qu'effectivement, elle a toute une dimension qui est aussi sociale, par le soin, par l'institution hospitalière, etc. Donc, comment faire de la bonne médecine, finalement, quand, comme je le disais, le nombre ou la gouvernance par les nombres finit par s'imposer, quand la tarification à l'acte ou à l'activité, vous appelez ça T2A, non, c'est ça? Oui, s'impose et que les nouveaux soignants sont formés à l'importance de cette tarification. Alors, est-ce qu'il faut engager une course à l'activité? Est-ce qu'il faut stimuler la productivité des établissements de soins? À ce moment-là, on aurait une logique évidemment purement comptable qui s'imposerait et qui serait applicable dans les établissements. Alors je lisais récemment, le 15 février 2018, dans Le Monde, un papier des professeurs Grimbert et Grimaldi qui disait « La quantité d'activité prime sur la qualité. L'objet concerné par les indices d'évaluation de la qualité n'est ni le patient, ni la pathologie, mais le respect de la procédure. La T2A est devenue un carcan qui freine la modernisation en transformant l'hôpital en une chaîne de production. » Dans Le Monde du 15 février dernier. Alors, c'est curieux parce que si on en venait là, j'espère qu'on n'est pas là, mais si on en venait là, on réaliserait la prophétie de quelqu'un qui n'est pas d'aujourd'hui et pas d'hier, qui s'appelait Jacques-René Tenon, et qui a donné son nom à un grand hôpital parisien, qui en 1759 avait soumis
à son roi un plan de réorganisation des hôpitaux que Georges Canguilhem résumait en ces termes. L'hôpital comme espace d'analyse et de surveillance des maladies cataloguées, construit et gouverné pour fonctionner comme une machine à guérir. Et l'expression machine à guérir est utilisée par Tenon. C'est une expression qui est mise entre guillemets par les... Voilà, il voyait au fond l'avenir de l'hôpital comme une machine à guérir. Alors, l'évolution évidemment actuelle de la médecine n'est pas sans racine dans le passé, puisque le même Canguilhem écrivait encore en 1989 que la médecine s'est fondée avec l'efficacité qu'il faut lui reconnaître sur la dissociation progressive de la maladie et du malade. C'est-à-dire, je le cite, sur une élimination progressive dans la connaissance des maladies de la référence aux situations vécues des malades. Or, dit Canguilhem, la relation malade-maladie ne peut pas être discordante, car le fait de vivre, je le cite toujours, le fait de vivre la maladie comme une déchéance, comme une dévalorisation, et non seulement comme une souffrance ou une réduction des comportements, doit être tenu pour l'un des composants de la maladie elle-même. L'un des composants de la maladie elle-même. C'est-à-dire que l'objet de la médecine, c'est la maladie du malade. C'est pas seulement la maladie. Sinon, eh bien, on pourrait avoir une science, en effet, une pure science ou une science d'ingénieur qui réduirait le malade à la maladie analysée en termes de laboratoire, de différents examens, etc. Donc, c'est pour ça que je disais que, et ça sera ma dernière partie sur l'attention au malheur, je disais qu'un des éléments intéressants de la pensée de Simone Weil, c'était cette philosophie du malheur, à laquelle elle donne une dimension spirituelle sur laquelle je ne m'étendrai pas ici, bon, faute de temps, puisque c'est pas tellement notre sujet, mais enfin, elle dit quelque chose qui peut intéresser sur un plan profane, et pas seulement spirituel, lorsqu'elle écrit que la plainte de tout malheureux revient toujours à une question, c'est la question « pourquoi ?» Pourquoi les choses sont-elles ainsi? Je la cite. Le malheureux le demande naïvement aux hommes, aux choses et même à Dieu, même s'il n'y croit pas. Il est, selon le cas, le pauvre, le réfugié, le nègre, le malade, le repris de justice ou toute autre chose de ce genre. Donc elle dit au fond le cri « pourquoi ?» Pourquoi ça tombe sur moi? Pourquoi est-ce qu'on me fait du mal? Pourquoi est-ce que je suis souffrant ou opprimé, etc. Elle dit au fond c'est un cri qui nous fait obligation. Il y a là obligation, il y a là une exigence de justice de notre part et une exigence qui est inconditionnelle, car ce qui est sacré en l'homme, dit-elle, c'est bien ce quelque chose en chacun qui s'attend invinciblement à ce qu'on lui fasse du bien. Et ça, c'est une réalité. Alors la force de l'apesanteur, c'est une réalité, évidemment. Mais elle dit le bien, et cette exigence de bien qui est au cœur de chaque homme, c'est aussi une réalité. Et c'est une réalité qu'on ne peut pas négliger. Donc le médecin et les personnels soignants sont évidemment tout particulièrement exposés au contact avec cette question qui tourmente le malade. Pourquoi cela tombe sur moi? Pourquoi me fait-on du mal? Et même pourquoi me fait-on mal? Enfin, je veux dire, dans des traitements, ou dans des traitements lourds, ou dans ce qu'on peut appeler une forme d'acharnement thérapeutique. Pourquoi? Et le médecin a bien affaire chez son patient à quelque chose chez son patient qui s'attend à ce qu'on lui fasse du bien. Et cette attente s'adresse à lui, évidemment, en tant que médecin. Alors, que faire? On va dire, en termes véliens, il faut pratiquer une forme d'attention qui soit une attention au réel. Bon, l'attention au réel chez le patient, c'est pas seulement qu'il a des organes qui dysfonctionnent, mais c'est aussi, finalement, cette détresse, ce changement dans l'allure de sa vie qui fait qu'il est en demande d'un bien qu'on devrait lui faire. Alors l'attention chez elle, ça a une dimension sur laquelle je ne peux pas trop m'étendre non plus. Elle dit l'attention, ça consiste à suspendre sa pensée, à la laisser disponible, pénétrable à l'objet, c'est-à-dire pénétrable à la réalité à laquelle on est attentif, à maintenir en soi-même, à proximité de la pensée, mais à un niveau inférieur,
les diverses connaissances acquises qu'on est forcé d'utiliser. Donc l'attention d'un médecin à un malade, c'est pas seulement sa compétence. Évidemment, ça ne peut pas être seulement sa compétence, qui peut être très grande en matière scientifique et en matière thérapeutique, mais ça ne peut pas être seulement cela. Il faut autre chose, mais ça n'est pas si facile à pratiquer parce que cette attention au réel n'est pas facile. Elle est difficile. La capacité de faire attention, elle dit ce n'est pas seulement la chaleur, l'élan du cœur et la pitié. Ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de dire à ma compétence je vais ajouter de la compassion. C'est pas ça qui est demandé finalement. Hein. Ce qui est demandé, c'est un problème de perception de la réalité. Bon, faire attention est un problème de perception du réel. Donc il ne s'agit pas de s'aventurer dans une théorie de l'empathie, de la sympathie, une sorte de morale naturelle du sentiment, etc. Parce que le rapport à autrui dans la vie sociale en général est toujours médiatisé. C'est-à-dire qu'on dit, bon, dans le rapport à autrui, il faut effectivement être dans le relationnel, il faut être aussi dans l'affectif, il faut être dans le sentiment, dans une sorte de morale naturelle de la bienveillance. Bon, je sais bien, mais la vie sociale n'est pas faite de cela. Enfin, est-ce que j'établis avec la postière à qui je vais acheter un timbre une relation de bienveillance et une relation de sentiment naturel? Si je suis amoureux d'elle, peut-être, et je lui donne rendez-vous le samedi soir, mais en général, je me contente de rapports sociaux, de politesse, qui ne sont pas nécessairement des choses d'ailleurs que je ressens et que je vis, mais ça fait partie du semblant du rapport social qui est nécessaire. Enfin, je veux dire, si je ne faisais pas un peu semblant d'être conférencier, ça ne marcherait pas, et si vous ne faisiez pas un peu semblant d'être attentif, ça ne marcherait pas non plus. Et tout le monde le sait. Même si ce que je raconte vous ennuie, n'est-ce pas? Et même si moi je me dis, oh finalement, c'est pas vrai, hein, j'aimerais mieux être ailleurs ce soir. C'est faux, hein, je le dis. Mais enfin, je veux dire par là, ça n'a pas d'importance, parce que l'important, c'est que socialement, je puisse jouer mon rôle d'une façon que je sois attentif finalement à ce qu'est votre propre attente, et puis à ce que vous soyez aussi attentif à ce que je dis. Donc, je crois qu'il faut se méfier aujourd'hui d'une perspective à l'œuvre dans la vie sociale qui est très largement, on va dire, du côté de ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie du soin, ou la théorie du care, si on veut employer un langage américain, qui se réduit souvent à une sorte de maternage un peu bienveillant, à une approche sensible, à un moralisme naturel. Ça ne peut pas être l'unique dimension de la relation avec un malade, comme ça ne peut pas être la dimension de la relation sociale. Le relationnel, ce n'est pas le social. Le relationnel, c'est de la pure subjectivité. La vie sociale n'est pas tissée de subjectivité. Donc, on est pris finalement en étau entre d'une part des exigences qui sont des exigences de la mesure, des exigences de l'objectivité, des exigences de la classification, des exigences du numérique, de tout ce que vous voulez, et puis en même temps, comme s'il y avait une telle insuffisance de vécu dans notre vie sociale, eh bien, nous demandons un supplément d'âme, n'est-ce pas? Mais nous n'avons pas besoin de supplément d'âme. C'est pas ce qu'on demande. C'est pas ce qu'on demande. On demande que dans son métier, dans sa profession, telle qu'il l'exerce, un individu, par exemple un médecin, puisse tenir ensemble ces deux dimensions, qui sont celles de la science, de la technique, de l'application de la science, de ses compétences, et puis du rapport humain. Il ne s'agit pas d'ajouter un supplément d'âme. Sinon, alors, on risque, et c'est ce qu'on fait actuellement, on va professionnaliser le relationnel. Alors c'est vrai qu'il n'y a probablement pas un service hospitalier qui n'a pas ses psychologues. Je n'ai rien à dire contre les psychologues. Mais comme par hasard, on va professionnaliser le rapport social. Alors, on va dire au médecin, vous réparez, hein, et puis bon, bah, quand ça ne va pas bien du côté du moral du patient, vous pouvez toujours l'envoyer chez la psychologue. Bon. On a des cellules psychologiques, en veux-tu, en voilà aujourd'hui. Dès qu'il y a un petit événement qui peut paraître traumatisant, on va mobiliser les cellules psychologiques. Bon, donc on professionnalise ça. Mais est-ce que c'est pas le rôle qu'on fait jouer, encore une fois, c'est sans critique acerbe envers les psychologues, mais je veux dire, le rôle qu'on fait jouer aux psychologues, est-ce que le médecin ne peut pas le jouer? Bon, alors il n'a peut-être pas les compétences, etc. Mais ce n'est pas seulement une question de compétences, c'est bien une question d'attention à une situation réelle. C'est-à-dire que on ne peut pas être du côté de l'institutionnel uniquement, et on ne peut pas être du côté du subjectif uniquement. Cette séparation ne rend pas compte de ce
des niveaux sur lesquels se déploie simultanément la question des soins médicaux. Donc, en fait, je cite ici Fabienne Brugère, qui a écrit des choses intéressantes sur le soin et sur l'éthique du soin, par rapport à laquelle, personnellement, j'ai une certaine distance, mais enfin, elle dit nous vivons le risque de soins livrés aux exigences économiques de la rentabilité et de la productivité. Dans ce cas, s'occuper singulièrement d'un être vulnérable deviendrait une charge presque impossible, tant elle serait rendue impraticable par des relations qui ne laissent pas le temps nécessaire pour une disponibilité psychique ou personnelle. Mais c'est ça, il me semble, que peut demander le médecin et les soignants. C'est d'avoir une disponibilité psychique et personnelle qui permet justement cette relation avec des patients, et cela demande du temps. Alors il est certain que la tarification à l'activité, c'est peut-être pas très favorable, en effet, à prendre ce temps. Donc, comprimer, essayer de rentabiliser le temps passé par les médecins avec des patients, et puis confier le patient ensuite à des psychologues qui vont eux aussi à leur manière réparer les dégâts, c'est peut-être pas la meilleure manière. Enfin, j'ai pas l'impression que ça soit la meilleure manière. Il faudrait plutôt essayer de donner aux médecins cette possibilité d'agir simultanément sur plusieurs niveaux. Donc, quand on dit il faut être attentif, il faut pratiquer une attention bienveillante envers les malades, envers les malheureux, etc., certainement, mais la question des conditions réelles de l'exercice de cette attention est toujours posée. Toujours. Pour revenir à Simone Weil dans les 3 minutes que je me permettrai de prendre si on me les accorde, pour revenir à Simone Weil, elle disait « Les travailleurs ont autant besoin de poésie que de pain ». Bon, alors on pourrait là-dessus dire de façon malicieuse, pendant qu'ils travaillent à la chaîne, il n'y a qu'à leur réciter de la poésie, ça leur occupera un peu l'esprit, puis ça les cultivera, et ils s'ennuieront un peu moins. Alors ça, c'est vraiment pervers. C'est pervers parce qu'elle dit la poésie dont ont besoin ceux qui travaillent, ils en ont besoin dans leur travail. C'est-à-dire ce sont les gestes même du travail qui doivent être poétiques. Alors le geste du semeur, pas besoin de vous faire une parabole là-dessus, hein, il y en a suffisamment dans les évangiles, lui il sait ce que ça veut dire le semeur, n'est-ce pas, et il n'a pas besoin qu'on lui récite une poésie sur la vertu de la graine qui va s'enfouir, et puis qui va pousser, et puis etc. Il le vit. Donc, pourquoi dans toute forme de travail industriel ou le travail du médecin, n'y aurait-il pas non plus cette réalité du poétique et de la beauté dans le travail lui-même? La beauté et la poésie, ça ne s'ajoute pas à des conditions qui sont par ailleurs détériorées ou détestables. Il faut que la poésie soit dans l'exercice lui-même. Alors, quel rapport plutôt avec la médecine elle-même? Je pense simplement que de la même façon qu'il faut créer des conditions réelles, effectives dans le travail, qui permettent à la poésie et à la beauté de se manifester dans le geste lui-même, dans le maniement de l'outil par exemple, eh bien il faut des conditions réelles de l'exercice de la médecine qui permettent à l'attention du médecin, à l'attention du soignant de s'exercer en permanence, sans interruption, au cours de son travail. Et ça, c'est très important, en permanence et sans interruption au cours de son travail. Et ça, il est certain peut-être que la productivité du travail et la rentabilité qu'on envisage pour des actes médicaux le permet difficilement. Donc, c'est seulement dans certaines conditions qu'un bien peut être exprimé par une activité et dans cette activité elle-même. Bon, dans les conditions d'effectuation de cette activité. Donc, la réflexion sur les conditions de travail aujourd'hui, mais particulièrement peut-être sur les conditions de travail dans le milieu hospitalier, ne peuvent pas se satisfaire d'une combinaison qui serait trop basse entre d'une part des exigences économiques et d'autre part des exigences de bienveillance ou d'une morale naturelle, parce qu'on envisagerait encore d'une façon trop séparée les deux aspects. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas d'un supplément d'âme dont nous avons besoin de conditions de travail réelles qui intègrent les relations humaines sans les laisser automatiquement à d'autres, à des professionnels ou à la pure subjectivité. La gentillesse ou la bienveillance ne peuvent pas se contenter d'accompagner simplement un travail voué à des impératifs abstraits ou à la rentabilité ou à la technicité. Donc,
pour conclure, il me semble que s'il y a un intérêt à lire Simone Weil, c'est qu'elle aide surtout à briser toute lecture unidimensionnelle du réel, dont nous sommes aujourd'hui très largement victimes. Le réel, dit-elle, le monde, dit-elle, est un texte à plusieurs significations. Et il faut toujours pouvoir lire simultanément tous les niveaux de signification, ou le plus grand nombre de niveaux possibles, dans une sorte de lecture superposée. Mais cela, ça demande des conditions. Ça veut dire qu'un individu doit toujours savoir à quel niveau il se trouve quand il lit une réalité. Est-ce que je suis seulement au niveau de la sentimentalité, ou est-ce que je suis seulement au niveau de l'expertise et de la compétence? Si je suis seulement sur l'un des deux niveaux, ça ne va pas. Si je me contente de rabibocher les deux niveaux comme je peux à un niveau trop bas, ça ne va pas non plus. C'est-à-dire que tout verrouillage, et je crois qu'on le vit largement aujourd'hui, tout verrouillage de lecture multiple aboutit à un déni de la réalité. Nous faire croire que seule une lecture économique des choses a un sens aujourd'hui, c'est nier la réalité. C'est nier la réalité de ce que les individus vivent, subjectivement et socialement. Donc les sciences managériales et les sciences de la communication sont évidemment bien placées pour changer ce que les hommes lisent. La politique cherche à changer ce que les hommes lisent. La guerre cherche à changer ce que les hommes lisent. Il n'y a pas la pédagogie cherche à changer ce que les hommes lisent. Il n'y a pas une seule activité humaine qui ne soit pas dirigée vers la lecture et comment faire lire aux autres ce que je lis. Bon, ça peut prendre des formes qui vont jusqu'à la tyrannie. Mais nous, on n'est pas dans la forme tyrannique, on est plutôt dans la forme persuasive. C'est-à-dire que on cherche à nous faire croire que toutes les idées, tous les idéaux qui pourraient s'opposer aux exigences du nombre et aux exigences de l'économie sont des fantômes, finalement, ou sont des utopies. Et je crois que c'est pour ça que nous vivons dans une forme de société qui a vaincu à peu près tout idéal et qui est à peu près incapable d'en créer aucun. Et si on n'y prête pas garde, mais ça je crois qu'on le voit déjà, on verra se développer et des formes de radicalisation religieuse, je n'ai pas besoin d'insister, des formes fantaisistes de spiritualité, des spiritualités orientales adaptées à la réparation du cadre au bord du burn-out, n'est-ce pas? On fait beaucoup de fric là-dessus. Hein, bon, mais je ne crois pas que ça soit socialement l'avenir. Ou les formes du développement personnel. Moi, je suis frappé dans les librairies de voir que les rayons développement personnel occupent des mètres et des mètres, alors que ce sont des livres qu'il ne faut d'ailleurs pas acheter, mais qu'il faut éventuellement voler si on a envie de les lire. Mais ne dites pas que c'est moi qui vous les conseiller, c'est tout. Mais bon, je crois que c'est dans la réalité qu'il faut créer les conditions pour qu'un bien et des aspirations puissent s'y loger. C'est ça qui me paraît important. Sinon, on aura affaire à des compensations. Et les compensations, ça peut être la violence, ça peut être le fanatisme, ça peut être des plaisirs violents, là aussi, et même le monde virtuel n'en manque pas. Et en fait, c'est nous qui produirons finalement ces compensations ou qui les laisseront proliférer. Alors, bon, j'allais dire, apprenons à lire, et d'une certaine façon, Simone Weil est quelqu'un qui peut nous apprendre à lire. Voilà, j'ai été un petit peu plus long pour vous. Merci.